Salut, chers élèves et chers collègues. On continue notre préparation à l'examen du baccalauréat en réalisant les exercices de l'immunologie proposés lors des sessions normales 2023. Donc voilà les sujets. Donc on a un sujet sur la première unité concernant la consommation de la matière organique. Deuxième sujet concernant l'information génétique et la génétique humaine et des questions sur la génétique des populations. Et dernièrement, on a un troisième exercice concernant les lois statistiques de la transmission des caractères. Et on commence par le premier exercice. Le syndrome de NARP, neuropathie, ataxie et rétinite pigmentaire, est une maladie génétique dont les symptômes cliniques apparaissent essentiellement sous forme de maladies oculaires et cérébrales. Cette maladie se manifeste surtout au niveau des organes fortement dépendants des réactions de la phosphorylation oxydative, telles que la rétine et le cerveau. Afin de comprendre la nature du dysfonctionnement responsable de l'atteinte par le syndrome de NARP, on propose l'exploitation des données suivantes. Donnée 1. Les mesures de la quantité de dioxygène consommée et de la quantité d'ATP produite par les cellules d'un individu sain et d'un individu atteint par le syndrome de NARP ont permis d'obtenir les résultats présentés dans le document 1. Le document 2 présente un schéma de l'organisation et du fonctionnement des complexes enzymatiques responsables de la phosphorylation oxydative au niveau de la membrane mitochondriale interne. Première question, en exploitant les données du document des documents 1 et 2, comparer la quantité de dioxygène consommé et la quantité d'ATP produite par les cellules de l'individu sain à celle de l'individu atteint par le NARP. Alors, on a le tableau ici. Bien sûr, on peut faire la comparaison entre un homme sain et un individu atteint. Concernant la quantité de dioxygène consommée en 10 à la puissance 12 mol par seconde. Avant l'ajout de l'ADP, les deux individus ont la même quantité ou consomment la même quantité, 30-30. Alors qu'après l'ajout de l'ADP, on constate que la consommation d'oxygène a augmenté chez l'individu sain et faiblement augmenté chez l'individu atteint. De même, la quantité d'ATP synthétisée après l'ajout de l'ADP, elle est très grande chez l'individu sain et faible chez l'individu atteint. Donc comme réponse, on peut écrire la quantité d'oxygène consommée avant l'ajout de l'ADP, la quantité de dioxygène consommée par l'individu sain est égale à celle de l'individu atteint par la maladie est égale à 30 10 à la puissance moins 12 mol par seconde. Alors qu'après l'ajout de l'ADP, on note une augmentation de la quantité d'oxygène consommée chez l'individu sain qui peut atteindre 70 10 à la puissance moins 12 mol par seconde par rapport à l'individu atteint qui n'atteint seulement que 55 10 à la puissance moins 12 mol par seconde. Pour la quantité d'ATP synthétisée, on constate que chez l'individu atteint du syndrome de NARP, la quantité d'ATP synthétisée est faible par rapport à celle de l'individu sain. On va marquer ici les plus. On a seulement un seul plus et là on a 3 plus. Ça veut dire que la quantité elle est plus grande que celle-ci. Petit b, montrer la relation entre la consommation de dioxygène et la synthèse de l'ATP et proposer une hypothèse expliquant les résultats observés chez l'individu atteint. D'après le document 2, on constate que au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, où se produit bien sûr la phosphorylation oxydative, elle débute par la réoxydation de NADH+, qui va bien sûr perdre les électrons et les protons. Les électrons vont être transportés par ces transporteurs d'électrons pour le porter jusqu'à le C4, où il y a bien sûr réduction de l'oxygène consommé en H2O, alors que les protons vont passer vers l'espace intermembranaire, leur concentration bien sûr va augmenter, et pour qu'ils retournent à l'état normal, ils doivent repasser par l'ATP synthase, pour qu'il y ait fabrication ou synthèse de l'ATP. Ça, chez le sujet normal.
Alors, pour expliquer ce cas-là, c'est-à-dire faible quantité d'ATP, il faut bien sûr supposer qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc, soit au niveau de l'ATP synthase, qui ne fonctionne pas bien, ou bien sûr au niveau du transfert des électrons d'un des transporteurs à un autre. Et comme hypothèse qu'on peut proposer, bien sûr, on peut supposer qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la membrane interne, ou plutôt au niveau des éléments de la phosphorylation oxydative, ou bien sûr il y a un ATP synthase anormal. Donc ce qu'on peut proposer comme réponse, la réoxydation des NADH+ et des FADH2 permet le transfert des électrons à travers le complexe de la chaîne respiratoire, ce qui entraîne la réduction du dioxygène en H2O, et cela bien sûr entraîne la consommation de l'oxygène. Le pompage des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire et le retour de ces protons à travers la sphère pédonculée, c'est-à-dire l'ATP synthase, entraîne bien sûr la phosphorylation de l'ADP en ATP. Comme hypothèse, bien sûr, on peut accepter toute hypothèse logique. Donc, on peut proposer soit un déficit en ATP synthase provoque une diminution de la phosphorylation de l'ADP en ATP, ce qui explique bien sûr la diminution de l'ATP à ce niveau-là chez l'individu malade, ou un dysfonctionnement au niveau de la chaîne respiratoire entraîne une diminution de la réduction de l'oxygène, donc diminution de la consommation de l'oxygène. Là, on a deux hypothèses possibles. Donnée numéro 2. Afin d'expliquer les différences dans la respiration cellulaire observées entre l'individu sain et l'individu atteint par le NARP, on propose l'exploitation des résultats de l'électrophorèse des complexes C1 à C5, extraits de la membrane interne de la mitochondrie des cellules provenant d'un individu sain et d'un individu atteint du syndrome NARP. Document 3. L'électrophorèse est une technique de séparation des molécules chargées dans un champ électrique. Donc voilà ce qu'on appelle l'électrophorèse, c'est-à-dire on met ici les protéines ou les protéines membranaires telles les C1, CR, C5 à ce niveau-là, et bien sûr on ferme le circuit pour qu'il y ait un courant électrique, ce qui permet bien sûr la séparation des molécules chargées dans ce champ électrique. Donc l'épaisseur de la bande reflète la quantité du complexe dans le mélange et on obtient ça. Donc ce document 3 montre la quantité des transporteurs au niveau de la membrane interne chez l'individu sain et l'individu atteint. En exploitant les données du document 3, comparer les résultats obtenus, puis vérifier l'hypothèse proposée pour expliquer les différences observées dans le document 1. Donc les différences qu'on a observées dans le document 1, les voilà. Et bien sûr, on a à interpréter ce résultat. Qu'est-ce qu'on peut constater? Que les protéines membranaires de C1 à C4 sont les mêmes chez l'individu sain et l'individu atteint. Remarquez leur épaisseur, elles sont les mêmes. Par contre, le C5, il est normal chez l'individu sain et il est faible, c'est-à-dire la quantité elle est faible chez les individus atteints de la maladie NARP. Donc, ça vérifie bien sûr l'hypothèse que le C5 qui joue le rôle bien sûr de l'ATP synthase, elle est faible. Donc, cette faiblesse bien sûr de la quantité de l'ATP synthase entraîne bien sûr la diminution de la quantité d'ATP synthétisée, ce qui confirme bien sûr notre hypothèse. La comparaison des résultats obtenus montre que les quantités des complexes membranaires de C1 à C4 chez l'individu sain sont égales à celles de l'individu atteint. Par contre, la quantité du complexe 5 est plus élevée chez l'individu sain, vous le voyez ici, que chez l'individu atteint. Vérification de l'hypothèse, cette maladie est due à un dysfonctionnement de chaîne respiratoire, faible quantité de C5, c'est-à-dire l'ATP synthase, ce qui confirme la justesse de notre hypothèse. À partir des données précédentes, expliquez les résultats observés chez l'individu atteint du NARP. Donc, comme vous le savez, c'est-à-dire au niveau de la membrane interne, si l'ATP synthase n'existe pas ou elle est présente en faible quantité, donc bien sûr il y a une faiblesse, donc il y a une faible quantité d'ATP synthétisé. Pour qu'il y ait l'ATP synthétisé, il faut bien sûr qu'il y ait des protons. Les protons, bien sûr,
pour qu'il y ait des protons, il faut qu'il y ait réoxydation de NADAH+, ou FADH2. Et cela, bien sûr, libère les électrons qui vont être transportés par les transporteurs jusqu'au, bien sûr, C4 qui va, bien sûr, permettre la réduction de l'oxygène au H2O. S'il n'y a pas d'ATP synthase, donc il n'y aura pas de réoxydation de NADH+. Donc il n'y aura pas de transfert d'électrons. Donc il n'y aura pas, bien sûr, de réduction de l'oxygène. Donc il y a faible consommation de l'oxygène, ce qui explique la maladie chez cet individu-là. Donc la faible quantité du complexe C5 présent au niveau de la membrane mitochondriale interne entraîne une faible quantité des protons qui retournent de l'espace intermembranaire vers la matrice. Et cette faible quantité d'ATP synthétisée par les sphères pédonculées permet d'expliquer la diminution de l'oxydation des transports réduits qu'on a ici, donc réduction des électrons qui vont être transportés, donc réduction faible de l'oxygène en H2O, ce qui explique bien sûr la diminution de la quantité de l'oxygène consommé. Deuxième exercice. Dans le cadre de l'étude de l'expression et de la transmission de l'information génétique chez l'homme, on présente les données suivantes. Le syndrome de Fabry est une maladie héréditaire due à un déficit en alpha-galactosidase, noté alpha-gal, qui est une enzyme lysosomale qui dégrade normalement les glycolipides qu'on note GL3. En cas de déficit de cette enzyme, ces molécules glycolipidiques s'accumulent à l'intérieur des lysosomes des cellules de l'organisme, entraînant des dysfonctionnements de certains organes. Les symptômes de cette maladie comprennent des excroissances cutanées, des problèmes oculaires, une insuffisance rénale et une maladie cardiaque. Le document 1 montre l'action de l'enzyme alpha-gal chez un individu sain et chez un individu malade, alors que le numéro 2 donne le pourcentage de l'activité de cette enzyme chez un individu sain et chez un individu atteint de la maladie de Fabry. On vous demande, en exploitant les données ou les documents 1 et 2, comparer l'activité de l'enzyme chez l'individu sain et chez l'individu malade, puis montrer la relation protéine-caractère. Si on commence par ce document 2, remarquez ici l'individu sain. L'activité de l'enzyme alpha-gal est 100%, alors que chez l'individu malade, elle est seulement à 20%. Donc l'enzyme a une action très faible. Cette action très faible, bien sûr, ne permet pas la dégradation, comme on a dit ici, donc ne permet pas la dégradation normale des glycolipides. Donc les glycolipides vont bien sûr s'accumuler, entraînant bien sûr l'apparition des symptômes de cette maladie. Par contre, chez l'individu sain, l'enzyme qui présente 100% d'activité, les glycolipides sont dégradés. Bien sûr, il n'y a pas d'accumulation et l'individu, bien sûr, ne présente pas les symptômes de cette maladie. Donc, s'il y a l'enzyme, il n'y a pas maladie. L'absence ou la faiblesse de l'enzyme, il y a maladie. Si on compare, c'est-à-dire que l'enzyme, c'est la protéine et la maladie, c'est le caractère, bien sûr, il y a une relation protéine-caractère. Donc, l'activité de l'enzyme alpha-gal chez l'individu atteint de la maladie de Fabry est 5 fois plus faible, 20%, que chez l'individu sain, 100%. Relation protéine-caractère. Chez l'individu sain, l'activité normale de alpha-gal, c'est-à-dire la protéine, entraîne la dégradation des glycolipides GL3 et leur rejet ou leur réutilisation, ce qui entraîne que l'individu est sain. C'est le caractère. Donc il y a une relation protéine-caractère. Le déficit chez l'individu atteint, le déficit en alpha-gal, la protéine, la non-dégradation des glycolipides GL3 entraîne l'accumulation de ces molécules GL3 dans le lysosome, donc apparition des symptômes de la maladie qui est le caractère. Donc toute modification au niveau de cette protéine entraîne une modification au niveau du caractère, d'où la relation protéine-caractère. La synthèse de l'enzyme alpha-galactosidase, alpha-gal, est contrôlée par un gène nommé GAL. Le document 3 présente deux fragments de brins non transcrits. Faites attention à cette notion. Brins non transcrits de deux allèles GAL, l'un chez l'individu sain, l'autre chez l'individu
malade qui est bien sûr l'allèle muté, responsable de la maladie de Fabry. Le document 4 présente un extrait du code génétique. À partir des documents 3 et 4, donnez les séquences d'ARN M et d'acides aminés qui correspondent à chacun des fragments des allèles GAL normal et mutés, pour expliquer l'origine génétique de la maladie de Fabry. Alors remarquez ici, on a le brin non transcrit. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, on doit chercher le brin transcrit, puis l'ARN M, puis chercher bien sûr les acides aminés correspondant au codon. On sait que ce brin d'ADN non transcrit est comparable à l'ARN M, seulement en modifiant les T par U. Donc c'est très simple d'avoir l'ARN M à partir du brin d'ADN non transcrit. Donc voilà donc l'ADN non transcrit, c'est le brin non transcrit. Ce qu'on a à faire, c'est seulement recopier ce brin, mais en modifiant les T par U. Et on a bien sûr l'ARN M. Et grâce au codon qu'on a ici, on peut chercher dans le tableau qu'on a là, bien sûr on va chercher les acides aminés. Et on a méthionine, sérine, asparagine, aspartique, l'acide aspartique, leucine, arginine, histidine, inosine, isoleucine et la sérine. Là, chez l'individu sain, il présente bien sûr 9 acides aminés. Par contre, chez l'individu malade, c'est-à-dire l'allèle muté, on a seulement 1, 2, 3, 4, 5 acides aminés. C'est-à-dire que la protéine, elle est courte, ce qui indique qu'elle n'est pas active. Alors, cherchons quelle est l'origine de cette maladie. Donc, si on compare les brins d'ADN chez l'individu sain et l'individu malade, on constate que de 1, 2, 3, 4, 5, c'est la même chose. Mais au niveau de 6, on a ici un C, là on a un T. C'est-à-dire qu'il y a une substitution de la cytosine en thymine, là dans le brin non transcrit. S'il s'agissait du brin transcrit, on va bien sûr avoir G au lieu de A. C'est-à-dire on va avoir substitution de G par A. Remarquez maintenant au niveau de l'ARN, bien sûr il y a une modification. On a ici un triplet qui est le UGA, et le UGA, bien sûr, c'est un triplet stop. Ce qui explique que la transcription, ou plutôt la traduction de notre ARN messager va s'arrêter à ce niveau-là pour n'avoir que une protéine qui est très courte par rapport à la protéine normale. Donc, l'origine de la maladie de Fabry est due à une substitution, c'est-à-dire une mutation, est due à une mutation par substitution de nucléotide C par T au niveau du triplet 6 dans le brin non transcrit, ou substitution du nucléotide G par A au niveau du triplet 6 dans le brin transcrit. Ça entraîne bien sûr l'apparition d'un codon stop au niveau de l'ARN M, ce qui entraîne l'arrêt de la traduction, donc synthèse de l'enzyme GAL non fonctionnel, court non fonctionnel. Ceci va entraîner l'accumulation des glycolipides GL3 dans les lysomes et bien sûr entraîner l'apparition de la maladie de Fabry. Deuxièmement, la figure A du document 5 présente l'arbre généalogique pédigré d'une famille dont certains individus sont atteints par la maladie de Fabry. Et la figure B présente le nombre et le type d'allèle du gène GLA chez quelques individus de cette famille. Les résultats sont obtenus par la technique d'électrophorèse. En vous basant sur les deux figures du document 5, petit a, déterminez le mode de transmission du syndrome de Fabry. Justifiez votre réponse. Lorsqu'on vous demande de donner le mode de transmission, c'est-à-dire déterminer si l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif et sur quel chromosome il est porté. Est-ce le chromosome sexuel ou le chromosome autosomal? Cherchons maintenant la dominance ou la récessivité de l'allèle. Remarquez ici, la maladie apparaît d'une génération à une autre. Donc on peut supposer que le gène ou l'allèle responsable de la maladie est récessif. De même, les individus atteints sont issus de personnes ou de parents qui sont sains, ce qui confirme que le gène ou l'allèle est récessif. Pour le locus de ce gène, remarquez dans la figure A, la maladie atteint seulement que les hommes. Donc ça laisse supposer que la maladie est liée au sexe. On voit la figure B.
qu'est-ce qu'on constate? Que le 1,1 qui est un homme ne présente qu'un seul allèle, qui est l'allèle muté, c'est pourquoi il est malade. Alors que le 2,3, c'est un homme qui est sain, et aussi il présente l'allèle sain, l'allèle normal, il ne présente seulement qu'un seul. Par contre, les femmes 1,2 ou 3,2 sont des femmes qui sont saines, qui présentent les deux allèles à la fois muté et normal, et elles sont saines, ce qui confirme que l'allèle muté est bien sûr récessif. Et puisque il y a un seul exemplaire chez l'homme et deux exemplaires chez la femelle, donc on peut supposer que le gène est porté par le chromosome X. Donc l'allèle responsable de la maladie de Fabry est un allèle récessif porté par le chromosome X. Donc la maladie apparaît dans certaines générations, donc l'allèle responsable de la maladie de Fabry est récessif, on le note petit a, ce qui confirme ou justifie aussi que l'allèle est récessif, c'est que chaque individu atteint est issu d'un parent qui est sain. Le gène de Gall est porté par le chromosome sexuel X puisque selon la figure A, la maladie apparaît uniquement chez les hommes. Et selon la figure B, les femmes 1, 2, 2, 3, 2 portent deux allèles, par contre les hommes 1, 3 et 2, 3 en ont un seul. Donc la maladie est portée par le chromosome présent en double exemplaire chez les femmes et en un seul exemplaire chez les hommes qui n'est autre que le chromosome X. Déterminer, petit b, déterminer la probabilité pour que le couple 1-1-1-2 1-1-1-2 donne naissance à une fille atteinte de syndrome de Fabry. Justifiez votre réponse en utilisant l'échiquier de croisement. Donc ici on a un homme qui est atteint, donc il ne peut être que x petit a y. Alors que cette femme elle est saine d'apparence, mais d'après ce qu'on a ici, bien sûr elle porte les deux allèles, donc elle peut être x grand A, x petit a. Et si on fait l'échiquier, bien sûr on peut trouver qu'elles peuvent donner naissance à une fille qui est atteinte par la maladie de Fabry à une probabilité de 25%. Donc, le parent, le père petit a qui est malade, il sera x petit a y. La femme qui est saine d'apparence, bien sûr, elle a x grand A, x petit a. Le père va donner deux types de gamètes x a et y en pourcentage 1,5, 1,5. De même, la femme, bien sûr, elle va donner x grand A, x petit a en pourcentage 1,5, 1,5. Et l'échiquier va nous donner, bien sûr, qu'il va y avoir x petit a, une fille qui est atteinte en probabilité ou dans une probabilité de 1/4. La prévalence de la maladie de Fabry dans la population globale varie d'une région à l'autre, mais généralement chez les hommes, on estime que ce syndrome touche un homme sur 40 000 environ. En considérant que la population est en équilibre, c'est-à-dire obéit à la loi de Hardy-Weinberg, calculer les fréquences de l'allèle responsable de la maladie de Fabry et de l'allèle normal. Dans le cas de gènes portés par le chromosome X, il est très facile bien sûr de calculer les fréquences alléliques. Puisque l'homme ne présente qu'un seul allèle, bien sûr on va se baser sur l'homme. Ainsi, un homme qui est atteint f de x petit a y est égal à f2 petit a, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle petit a, est égal bien sûr à 1 sur 40 000. Voilà. Dans le cas de gènes liés au sexe, pour calculer les fréquences alléliques, on utilise les données du sexe mâle. La fréquence de l'allèle responsable de la maladie, f de xa, c'est-à-dire la fréquence génétique, est égale à la fréquence allélique, est égale à q, est égale à 1 sur 40 000, est égale à 0,000025, puis on vous demande de donner ces chiffres après la virgule. Ainsi, la fréquence de petit a, q, la voilà, et de là on peut bien sûr calculer la fréquence p de l'allèle normal, c'est-à-dire p est égal à 1 moins q, donc 1 moins cette valeur-là va donner bien sûr 0,99975. Puis on vous demande de calculer la fréquence des femmes hétérozygotes pour le gène étudié. Les femmes hétérozygotes, c'est-à-dire XA, X grand A, X petit a, il sera bien sûr 2PQ. Enfin, on multiplie 2 par cette valeur et cette valeur. Voilà donc, les femmes hétérozygotes, f de xa, x petit a est égal à 2pq, donc 2 fois
P fois Q donne bien sûr 0,00049. Donc à peu près 0,05% de la population. Troisième exercice. Dans le cadre de l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez le maïs, et afin de déterminer la position relative des deux gènes responsables de la couleur et de la forme des graines, on propose les résultats des deux croisements suivants. Premier croisement, réalisé entre des plantes sauvages à graines rouges et arrondies et des plantes à graines blanches et déprimées. Les individus de la génération F1 sont tous des phénotypes sauvages. Que déduisez-vous à partir des résultats de ce croisement? Donc, d'après ces données, on est bien sûr en train d'étudier la transmission de deux caractères. Donc, on est dans un cas de dihybridisme. On étudie la transmission de la couleur et la forme de la graine. Le premier croisement entre deux parents, l'un sauvage à graines rouges et arrondies, l'autre à graines blanches et déprimées, donne naissance à une génération totalement à phénotype sauvage, ce qui veut dire que les caractères sauvages sont dominants par rapport aux caractères récessifs. Donc le rouge domine le blanc, on note grand R et petit r ou petit b. Les arrondis sont dominants par rapport aux déprimés, et que les parents sont de race pure, puisqu'on a une génération qui est totalement homogène. Donc à partir du premier croisement, on constate que F1 est homogène, c'est-à-dire uniforme, de phénotype parental à graines rouges et arrondies, c'est-à-dire les phénotypes sauvages. On déduit que les parents sont de lignée pure, selon la première loi de Mendel, bien sûr, et qu'il y a une dominance complète. L'allèle responsable de la couleur rouge est dominant noté grand R, l'allèle responsable de la couleur blanche est récessif noté petit r, alors que l'allèle responsable de la forme arrondie est dominant noté grand A, et l'allèle responsable de la forme déprimée est récessif noté petit a. Deuxième croisement réalisé entre une plante de F1 et une plante à graines blanches et déprimées. Donc on a F1 qui est hétérozygote, et on a ici une plante à graines à phénotype mutant, c'est-à-dire phénotype récessif. Donc il s'agit d'un croisement test-cross. Et on obtient cette génération F2. On vous demande de montrer que les deux gènes étudiés sont liés. Remarquez ici, d'après le test-cross qu'on a réalisé, on obtient ici 4 phénotypes différents. Et on constate qu'il y a deux phénotypes qui sont dominants par rapport à deux autres. Donc, puisque les dominants sont des phénotypes parentaux, et ceux-là, ce sont des phénotypes recombinés, donc puisque le parentaux domine les recombinés, donc on peut dire que les deux gènes sont liés, c'est-à-dire portés par le même chromosome. Donc, déduction qu'on peut tirer à partir du deuxième croisement, le calcul du pourcentage des phénotypes qu'on a obtenus ici, d'après les résultats expérimentaux qu'on a obtenus ici. On a RA, c'est-à-dire rouge arrondi, 44%, blanche déprimée, 46%, rouge déprimée, 5,75%, et blanche arrondie, on a 4,25%. Donc le deuxième croisement est un croisement test, un test cross. Le pourcentage des phénotypes parentaux, à peu près 90%, est supérieur à celui des recombinés, 10% seulement. Donc les deux gènes étudiés sont liés, c'est-à-dire portés par le même chromosome. Troisièmement, on donne en utilisant l'échiquier de croisement l'interprétation chromosomique des résultats du deuxième croisement, c'est-à-dire le test cross. Donc, puisqu'on connaît les génotypes, bien sûr, on peut déterminer les gamètes et bien sûr, on peut réaliser le test cross, c'est-à-dire l'échiquier. Voilà ce qu'on vous demande de réaliser. Donc, les plantes F1 qui sont des hétérozygotes, donc R, grand A, petit a, vous donnez 4 types de gamètes à ces pourcentages qu'on a calculés ici, bien sûr, d'après les résultats expérimentaux qu'on vous donne. Alors que les doubles récessifs, c'est-à-dire les plantes qui présentent les caractères récessifs, enfin ils sont purs, ne vont donner qu'un seul type de gamète à 100%. Et lorsqu'on fait l'échiquier, voilà ce qu'on a obtenu. Donc ceci bien sûr confirme les résultats expérimentaux qu'on a ici et que les deux gènes sont vraiment liés et sont portés par le même chromosome. Quatrièmement, à l'aide de schémas de chromosomes bien soignés, expliquer la formation des gamètes de la plante F1. À l'origine des deux phénotypes, grains rouges et déprimés et grains blancs et arrondis, c'est-à-dire les
phénotypes recombinés en F'2 tout en précisant la position des gènes sur le chromosome. Puisque les gènes sont liés, la formation des gamètes recombinés nécessite bien sûr ce qu'on appelle un crossing over. Et ce crossing over, c'est-à-dire l'échange des fragments de chromatides entre les chromosomes homologues, bien sûr va permettre d'avoir de nouveaux gamètes, donc de nouveaux phénotypes. Donc voilà le schéma qu'on va tenter de réaliser. On a voilà donc le génotype de F1, R, grand A, petit a. Après la duplication, bien sûr, et lors de la prophase, on va avoir le crossing over, donc échange de fragments de chromatides entre les chromosomes homologues, ce qui va entraîner bien sûr l'apparition de nouveaux gamètes, tels le R, grand R, petit a et le petit r, grand A, et ces gamètes, bien sûr, vont permettre d'avoir de nouvelles individus, c'est-à-dire de nouvelles phénotypes qui sont les phénotypes recombinés. On va demander enfin réaliser la carte factorielle des deux gènes étudiés. Pour réaliser la carte factorielle, on doit bien sûr calculer la distance entre les deux gènes. Et on sait que la distance entre les deux gènes, D, est égale au pourcentage des recombinés. Et les recombinés, on a vu qu'ils sont égaux à 10%. Donc D est égal à 10. Et on a ici l'échelle à respecter. Donc, la distance est égale à 10 centimorgans, d'après le pourcentage de recombinés. Ainsi, la carte sera comme telle. Donc, le gène de la couleur des graines, le gène de la forme des graines, et voilà donc la distance entre les deux gènes, en respectant bien sûr l'échelle qu'on vous donne. Je vous laisse ici les exercices concernant la session de rattrapage 2023 à corriger la prochaine fois et à réaliser chez vous, bien sûr, pour vous entraîner. Donc voilà le premier exercice. Voilà le deuxième exercice concernant l'information génétique et la génétique humaine et la génétique des populations. Voilà donc l'exercice numéro 3 concernant les lois statistiques et le dernier concernant l'immunologie. De ma part, je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo.